Dans cette vidéo, je vais tâcher de répondre à une question qu'on me pose souvent, qui est de savoir, lorsqu'on est un artiste ou un technicien du spectacle, s'il est possible de parfois être rémunéré sous forme de cachet avec un salaire, et à d'autres moments de pouvoir quand même facturer certaines prestations, généralement avec le statut d'auto-entrepreneur. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps ou pas la patience de regarder des vidéos un peu longues, je vais tout de suite vous donner la réponse qui est non, ça n'est pas légal. Toutefois, quelle que soit votre situation, il y a un certain nombre de choses qu'il pourrait vous être utile de connaître à propos du salaire, à propos de l'intermittence du spectacle, à propos du statut de chef d'entreprise et d'auto-entrepreneur. Et on verra même qu'il est tout de même possible de trouver des moyens de faire en sorte que votre client ait une facture, si vraiment c'est ça qu'il désire, tout en vous permettant d'avoir, vous, un cachet et un salaire. Mais pour ça, il faudra regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Le salaire, pour commencer. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées à propos du salaire, et vous pourrez le constater vous-même en posant la question autour de vous, donnez-moi la définition du salaire. Et beaucoup de personnes, quand vous leur posez cette question, vont vous répondre, le salaire, c'est l'argent que je touche à la fin du mois en échange du travail que j'ai fourni. Mais ça, c'est faux, et c'est faux. C'est une première fois faux, parce que ce n'est pas en échange du travail que vous avez fourni que vous recevez de l'argent. Ce que votre employeur achète, en réalité, ce ne sont pas votre expérience, vos compétences, vos diplômes ou votre force physique éventuellement. Non, ça bien sûr, ça fait partie du fait que l'employeur ait choisi de travailler avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Et puis, bien évidemment, c'est aussi déterminant pour le montant du salaire, le prix que ça va coûter à l'employeur de vous avoir, vous. Mais ce que l'employeur achète en réalité, et ce qui fait le cœur du contrat de travail, c'est ce que l'on appelle le lien de subordination. En gros, ça veut dire que ce que l'employeur achète, c'est votre obéissance. C'est la prérogative qu'il a de vous dire, toi, tu vas venir tel jour, à tel endroit, à telle heure, et tu vas faire ce que je te demande. Ça, c'est le lien de subordination, c'est votre obéissance, et c'est ça que l'employeur achète. Ça n'est pas vos compétences, même si, comme on l'a dit, celles-ci font partie du fait qu'on vous ait choisi vous plutôt qu'un autre. Quant à l'argent, votre salaire, ça n'est pas seulement la somme d'argent qui arrive sur votre compte en banque à la fin du mois. Ça, c'est ce qu'on appelle le salaire direct. En gros, c'est à peu près quelque part entre la moitié et les 2/3 de votre salaire réel. Parce que votre salaire réel, en définitive, c'est ce que ça coûte à l'employeur pour vous faire travailler. Et il y a donc une partie, le salaire direct, qui va arriver sur votre compte. Mais à côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle le salaire indirect. Alors ça, c'est constitué souvent des avantages en nature. Est-ce qu'on vous a fourni une voiture? Est-ce que peut-être vous avez un logement de fonction? Est-ce qu'on vous rembourse tout ou partie de vos repas, de vos déplacements, de votre essence, de votre abonnement au transport en commun? Ce genre de choses. Ça n'est pas de l'argent que vous recevez directement, mais c'est une dépense que ça vous évite. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le salaire indirect. Et puis il y a une troisième partie au salaire, c'est toujours l'employeur qui paye, c'est votre salaire, mais la loi interdit à l'employeur de vous donner cette partie-là directement, et l'employeur a l'obligation de verser cette part de votre salaire dans un pot commun qui va servir à payer 3 types de personnes qui, elles, n'ont pas pu travailler pendant que vous étiez en train de travailler. Ces 3 types de personnes sont d'abord celles qu'on considère trop âgées pour travailler. Et c'est ce qu'on appelle la retraite. Deuxième type de personnes qui n'ont pas pu travailler pendant que vous étiez au boulot, c'est les personnes qui étaient malades. Et ça s'appelle la sécurité sociale. Enfin, troisième type de personnes qui n'ont pas pu travailler pendant la même période, c'est des personnes qui n'avaient pas de contrat de travail à ce moment-là, mais qui étaient en recherche d'emploi, c'est ce qu'on appelle l'indemnisation du chômage. La retraite, la santé, le chômage, tout ça ensemble, ça fait ce qu'on appelle les cotisations sociales. Donc n'oubliez pas que votre salaire, c'est bien plus que la somme d'argent qui arrive sur votre compte
à la fin du mois, c'est tout cet ensemble, le salaire direct, plus le salaire indirect, plus les cotisations sociales. Tout ça, c'est votre argent, c'est celui que l'employeur doit dépenser pour avoir votre obéissance et pouvoir travailler avec vous. Et c'est tout ça qui fait votre salaire. Alors pourquoi il est important de privilégier cette forme de rémunération, le salaire, quand on est un artiste ou un technicien du spectacle? Normalement, les entreprises n'ont pas le droit de recourir à répétition au contrat à durée déterminée, sauf dans certains secteurs, comme ceux du spectacle, parce que bien évidemment, une production artistique, ça ne va pas durer toute la vie. Ce qui signifie que les artistes et les techniciens du spectacle, par définition, sont des personnes qui sont en permanence à la recherche d'un emploi, d'aller de cachet en cachet, de concert en concert, de séance en séance. Mais entre ces périodes, c'est là qu'intervient l'indemnisation du chômage, ça fait partie des cotisations sociales, qui est ce qu'on appelle l'intermittence du spectacle. Pour pouvoir en bénéficier, il y a un certain nombre de conditions. D'abord, il faut avoir été salarié par une entreprise dont le code APE fait qu'elle fait partie du milieu du spectacle. Il faut que votre poste à l'intérieur de cette entreprise, la fonction que vous avez occupée, soit effectivement reconnue comme étant une fonction liée au spectacle. Et enfin, il faut avoir travaillé dans les 12 mois précédant l'ouverture de vos droits au chômage, il faut avoir travaillé au moins 507 heures, ce qui représente environ 64 cachets pour un technicien. Les techniciens ont des cachets qui comptent par défaut à 8 heures, quel que soit le nombre d'heures que vous avez faites. Et pour les artistes, il y a un système un petit peu plus souple et on compte qu'un cachet isolé pour un artiste ne va pas compter 8 heures mais 12 heures. Donc ce qui fait que pour les artistes, ça ramène à 57 cachets au minimum qu'il faut faire dans les 12 mois pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation du chômage, ce qui signifie que les jours non travaillés seront payés. Alors il y a un calcul qui est un petit peu trop tordu pour que je l'explique maintenant, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais en gros, vous recevez une partie de ce que vous gagnez dans l'année et ce qui vous permet de vous en sortir et de faire la jonction entre deux boulots. Autre avantage qu'ont les salariés, ce sont les congés payés. Alors dans les entreprises standards, pas de problème, voilà, moi je vais prendre quelques semaines en juillet, quelques semaines en septembre, ou que sais-je. Évidemment, quand vous êtes au milieu de l'enregistrement d'un album, d'une série de concerts ou du tournage d'un film, vous n'allez pas dire « Ah non, mais moi la semaine prochaine je ne serai pas là parce que si vous partez, vous ne reviendrez pas en fait, on ne vous rappellera pas. » Donc c'est pour ça qu'il existe aussi un système propre au spectacle qui s'appelle les congés spectacles et qui fait que, en gros, les salariés ont droit à 5 semaines de congés payés sur 52 semaines de l'année, ça fait à peu près 10%. Ce qui fait qu'une fois par an, cet organisme vous reversera 10% des sommes que vous avez gagnées dans l'année précédente. Et là, l'année, elle va du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Donc, on le voit, les artistes et les techniciens du spectacle bénéficient d'une situation qui est particulièrement confortable en France. Et c'est pour ça qu'il me paraît préférable de privilégier l'option d'être rémunéré en cachet, ce qui permet de faire valoir ses droits auprès de l'indemnisation du chômage et des congés spectacles. Malheureusement, depuis quelques années, un certain nombre d'employeurs, pour se faciliter la vie et aussi pour payer moins cher, tendent à demander à leurs prestataires, artistes et techniciens, dire écoute, c'est compliqué, faire une fiche de paye, et puis quand la comptabilité est externalisée, le comptable va facturer chaque fois qu'il édite un bulletin de paye, plus il faut payer les cotisations sociales, cette partie du salaire dont on parlait tout à l'heure, qui n'arrive pas sur votre compte, mais qu'il faut quand même payer pour l'employeur. Et donc, un certain nombre d'employeurs préfèrent et essayent de pousser les artistes et les techniciens à dire, écoute, fais-moi une facture, ça sera beaucoup plus simple, en 3 clics, tu vas sur Internet, tu te crées auto-entrepreneur, et puis tu me fais une facture, et comme ça, moi, je ne serai pas embêté, sinon je ne travaille pas avec toi. Et ça, bien évidemment, ça pose quand même certains problèmes. Parce que si vous décidez d'être chef d'entreprise, donc auto-entrepreneur, vous êtes chef d'une entreprise qui n'a qu'une seule personne, vous, mais vous êtes quand même chef d'entreprise, qu'on appelle un TNS, travailleur non salarié. À partir de ce moment-là, vous allez toujours bénéficier de la sécurité sociale, vous allez toujours cotiser pour la retraite, mais par contre, chômage, il n'y en a pas, vous n'avez pas le droit à l'indemnisation du chômage, et puis pas de congé payé non plus, bien évidemment. Là où ça devient particulièrement dangereux dans le milieu du spectacle, et c'est en particulier vrai dans le spectacle vivant, c'est que
Si vous acceptez de facturer votre prestation, la nature juridique de votre relation avec la personne qui n'est plus votre employeur, du coup, qui est simplement un donneur d'ordre, ça n'est plus un contrat de travail que vous avez, c'est ce qu'on appelle un contrat d'entreprise. Exactement comme vous faites, je sais pas, venir quelqu'un chez vous pour faire des travaux ou des réparations, c'est pas votre salarié. C'est une entreprise qui vient et ça change tout au niveau de la responsabilité. Parce que quand vous êtes salarié, mettons vous travaillez sur des concerts, on vous demande de venir faire un concert dans un restaurant ou dans une petite salle. Vous installez votre matériel. Et puis, il y a un problème, soit avec l'électricité, soit peut-être il y avait de l'humidité, quelque chose, il y a un souci et une personne est blessée ou pire tuée. C'est arrivé à cause de la façon dont votre matériel a été installé, soit avec un problème électrique ou avec quelque chose qui est tombé tout simplement. Et là, si vous êtes salarié, c'est en fait la responsabilité civile de l'employeur qui va jouer, dans la mesure où vous avez bien respecté ses consignes, hein, c'est le lien de subordination, vous avez fait ce que l'employeur vous demandait, vous avez utilisé les moyens techniques qu'il devait mettre à votre disposition, vous avez tout bien fait, il y a eu un problème, c'est la responsabilité civile de votre employeur quand vous êtes salarié. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, là, comme ça n'est plus un contrat de travail, mais un contrat d'entreprise, qui existe entre le donneur d'ordre et vous, voilà, c'est votre responsabilité. Et alors, soit vous avez une très bonne assurance, mais généralement ce ne sera pas le cas parce que les assurances savent très bien que les auto-entrepreneurs sont plafonnés en termes de chiffre d'affaires. Il est aujourd'hui autour de un peu moins de 80 000 euros pour des prestations de services. Et évidemment, si vous êtes plafonné en chiffre d'affaires à 80 000 euros et que malheureusement une personne a été blessée par votre faute et que l'indemnisation que vous devez à cette personne se chiffre en centaines de milliers, voire parfois en millions d'euros, avec votre plafonnement de chiffre d'affaires à 80 000 par an, il vous faudrait des décennies pour rembourser ce qui n'est pas possible. Donc les assurances ne vont pas vouloir prendre en charge ce type de risque. Et ça sera tout pour vous, vous allez passer votre vie à payer pour indemniser les victimes de l'accident que vous auriez éventuellement causé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ce statut d'auto-entrepreneur. Alors on peut se dire que peut-être dans un environnement de studio, il y a moins de risques, mais c'est à peu près pareil. Si vous arrive quelque chose, par exemple, ou que votre matériel est détruit parce qu'il y a eu un problème électrique ou un mauvais branchement qui a été fait, et que là encore, ça sera votre responsabilité. Vous ne pourrez absolument pas invoquer la responsabilité de l'employeur puisqu'il n'y en a pas. Si toutefois, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes obligé de faire une facture, il y a une autre chose à laquelle il faut penser, c'est justement les cotisations sociales. Parce qu'un employeur qui vous propose un cachet de 100 euros net, il sait très bien que s'il vous embauche, lui, ça va lui coûter à peu près 200 euros. Il va essayer de vous dire, bah non, ça serait plus simple que tu me fasses une facture de 100 euros. Sauf que si vous êtes auto-entrepreneur, que vous faites une facture de 100 euros, vous avez quand même des cotisations sociales à payer. Comme je le disais, vous avez la vieillesse, c'est-à-dire la retraite, et la santé à payer. Donc il y a un système forfaitaire avec les auto-entrepreneurs qui est de 21% de cotisation, plus 2% éventuellement que je vous incite à prendre, qui sont les 2% supplémentaires de prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc au total, vous avez 23% de prélèvement sur votre chiffre d'affaires. Donc si vous facturez 100 euros à quelqu'un, en fait, concrètement, il vous en reste un peu plus de 75 dans la poche. Donc n'oubliez pas dans la négociation, et c'est pour ça que je vous raconte tout ça, si vous faites une facture, de dire, si tu me proposes 100 euros, normalement, si tu m'embauches, ça devrait en coûter 200. Donc si je te fais une facture, elle sera de 200. Alors là, souvent l'employeur, il va dire, non, c'est pas possible, enfin bon, c'est normal. Mais là, il va falloir négocier. Vous ne pouvez pas accepter de facturer 100 euros alors qu'on vous dit la rémunération, ça sera 100 euros. Mais ça ne veut pas dire la facture, ça sera la rémunération. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez couper la poire en deux, peut-être faire 150. Mais attention à bien penser à cette dimension de la question. Pourquoi on vous propose de faire une facture ? C'est plus simple en comptabilité, évidemment, il n'y a rien à faire. C'est plus simple en termes de responsabilité civile. S'il y a un problème, c'est pour vous, c'est pas pour l'employeur. Et c'est aussi un moyen
d'échapper au versement des cotisations sociales et donc de réduire ce fameux coût du travail. Donc n'oubliez pas ça, utilisez cet argument en cas de négociation. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord que vous voulez absolument un cachet, mais à mon avis ça reste encore aujourd'hui la solution à privilégier. Mais je sais bien que la réalité du terrain est malheureusement différente. Et que donc l'employeur veut absolument une facture, il existe une solution, alors qu'il y a une espèce de zone grise dans le droit du travail, c'est pas vraiment autorisé, mais en même temps personne ne dit rien parce que finalement ça arrange tout le monde, c'est une chose qu'on appelle le portage salarial. C'est-à-dire ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rapprocher d'une entreprise qui fait du portage salarial dans le spectacle, et c'est cette entreprise qui va facturer votre client, donc ce sera à vous de lui dire il faut facturer tel client, telle somme. Là-dessus, l'entreprise de portage salarial, elle, va prendre une commission qui est généralement de l'ordre de 10% de votre salaire brut et vous reverser, ensuite vous faire une fiche de paye, donc verser les cotisations sociales et vous faire une fiche de paye en bonne et due forme pour cette prestation-là. Alors, attention, en principe, quand vous êtes intermittent du spectacle et que vous bénéficiez de ce régime d'indemnisation du chômage, vous ne pouvez pas avoir qu'un seul employeur. En pratique, Pôle emploi est pas trop regardant là-dessus, mais logiquement, vous devez pouvoir justifier d'avoir au moins 3 employeurs. Ça veut dire que si vous faites appel à une société de portage salarial systématiquement pour tout ce que vous faites, au bout d'un moment, Pôle emploi peut dire « Mais attendez, on ne comprend pas, vous n'avez qu'un seul employeur, c'est toujours la même société qui vous emploie, il faut qu'il vous embauche en CDI et puis on n'en parle plus. » Donc, attention à ça. Et puis, évidemment, il faut faire attention aussi aux cotisations sociales, parce que, je reprends mon exemple de tout à l'heure avec les 100 €. Quelqu'un vous dit, tiens, tu viens jouer dans mon restaurant un soir, 100 €. Bon, vous négociez, vous dites, ah bah oui, mais 100 €, cotisation sociale, bon, vous tombez d'accord sur 150. Donc vous allez dire à la société de portage salarial, il faut facturer cette entreprise de 150 €. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont facturer 150 €, donc encaisser 150 €. Payer les cotisations sociales, donc là, pour le coup, ça va être à peu près 75 €, un peu moins, mais c'est dans ces eaux-là, parce qu'il faut savoir aussi que les intermittents du spectacle ont des prélèvements sociaux qui sont plus importants que ceux des salariés qui ne sont pas dans le spectacle. Donc c'est pour ça que je préfère faire x2, même si ce n'est pas tout à fait le reflet de la réalité. Donc, ils facturent 150 €, ils versent 75 € de cotisation sociale, donc il en reste 75, ils vous prennent 10%, c'est leur commission, donc 7 €, ça veut dire que vous allez avoir à peu près 70, là, pour quelque chose comme ça. Donc ça a un coût, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire aussi systématiquement, parce que c'est la solution la plus chère. Mais si vous parvenez à privilégier les cachets et de temps en temps faire appel à une société de portage salarial, là, j'ai envie de dire, vous avez un peu le meilleur des deux mondes, puisque vous ne vous fâchez pas avec les clients qui veulent absolument recevoir des factures, et vous continuez à travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Voilà les éléments que je voulais vous donner à propos de tous ces sujets-là, en espérant que ça puisse vous aider à mieux négocier, parce que la situation est de plus en plus fréquente. Il faut essayer de privilégier le cachet, mais souvent les employeurs disent non, 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 fais-moi une facture. Là, vous avez des arguments pour négocier, utilisez-les. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bravo pour tout, merci encore et à la prochaine fois.